Des milliers de tonnes de pression. Une vitesse de plus de 60 mètres par seconde. Et aucun droit à l'erreur. Au cœur d'une usine étincelante, où le grondement des presses se mêle au bruissement du métal, naît un matériau indispensable dans toutes les cuisines, les hôpitaux et même les fusées spatiales. C'est la feuille d'aluminium, plus fine qu'un cheveu humain, mais solide comme une armure. Comment transformer un lourd bloc d'aluminium en une bande brillante presque transparente? Comment atteindre une épaisseur parfaite de 6 microns, sans plis, fissures ou taches? On va te montrer comment, à partir de métal en fusion, naît la feuille d'aluminium qui conserve la chaleur, la stérilité et même la vie. Regarde bien, tu vas découvrir comment naît la plus fine arme de notre quotidien moderne. Tout commence avec un métal brillant qui a l'air d'avoir été tout juste sorti d'un lac d'argent des dieux. En réalité, c'est de l'aluminium recyclé, canettes de boisson, vieilles structures, ou de la matière première issue de la bauxite. On le jette dans d'immenses fours industriels, où règne une température d'environ 660 degrés, le point de fusion de l'aluminium. À l'intérieur, il ne fait pas juste chaud, c'est l'enfer. Le métal se transforme lentement en une masse liquide brillante qui ressemble à un miroir fondu. Et c'est là que la magie opère. On ajoute des alliages spéciaux, silicium, cuivre ou manganèse, pour donner à la feuille la dureté, l'élasticité et la résistance thermique nécessaires. C'est en gros la première recette de ce qu'on appellera plus tard la feuille d'aluminium parfaite. Toute cette masse brûlante est versée dans des poches de coulée spéciales, qui partent ensuite vers l'étape suivante. Mais avant de les laisser passer, les opérateurs prélèvent des échantillons pour s'assurer que la composition chimique est exacte, qu'il n'y a pas d'impureté dans le métal liquide et que la température est parfaite. Ce qui est cool, c'est qu'à cette étape, les systèmes automatisés entrent souvent en jeu. Des capteurs spéciaux contrôlent la température, et un logiciel envoie un signal si quelque chose ne va pas. D'énormes fours à induction peuvent contenir jusqu'à 100 tonnes de métal en une seule fois. Une seule de ces coulées, c'est des centaines de kilomètres de futures feuilles d'aluminium. Impressionnant! L'aluminium, brûlant comme le soleil, qui vient de quitter le four de fusion, ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Emballage de chocolat, casque d'astronaute ou barbecue de jardin. Mais la prochaine étape est claire, le coulage en lingots, ces gros blocs rectangulaires à partir desquels commencera le voyage vers la feuille d'aluminium. Le métal liquide est versé dans des machines de coulée en continu spécial. Elles le refroidissent instantanément, d'une température de plus de 600 degrés à 60 degrés, formant des blocs massifs pouvant atteindre 8 mètres de long et pesant jusqu'à 10 tonnes. Ce n'est pas encore une feuille, pas une bande, juste une ébauche. Mais elle doit déjà être parfaitement homogène, car la moindre petite bulle d'air ou particule étrangère dans la structure, et la feuille craquera plus tard, comme les nerfs avant une deadline. Le contrôle qualité ici est aussi de haute précision. À cette étape, on utilise des diagnostics par ultrasons, un peu comme ceux qu'on fait aux femmes enceintes, sauf que, au lieu d'un bébé, il y a une future feuille d'aluminium. On cherche les défauts internes, micro-fissures, cavités, défauts de remplissage. Dès que les lingots refroidissent, ils sont envoyés pour un traitement mécanique. On égalise la surface, on la polit, on la marque. Ils ne sont plus anonymes. Chaque lingot a son numéro, son histoire et ses caractéristiques. On peut suivre son parcours depuis la coulée jusqu'au rouleau de feuilles d'aluminium fini. Et pendant qu'un lingot part au laminage,
Un autre est déjà en train de naître. La coulée ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause ni jour férié. Car le monde a besoin de feuilles d'aluminium pour cuire les patates au four, conserver les médicaments et dans certains cas, pour réfléchir les rayons du soleil en orbite terrestre. Alors, le géant d'aluminium part se reposer, mais pour très peu de temps. La première vraie épreuve l'attend, le laminage à chaud. Le lingot est chauffé à nouveau, cette fois-ci jusqu'à 400 degrés Celsius. Il n'est pas encore fondu, mais déjà malléable, comme de la pâte à ravioli. Après ça, il passe à travers d'énormes laminoirs, des cylindres d'acier, grands comme une pièce, qui le compressent avec une force gigantesque, transformant le bloc encombrant en une longue bande brillante. C'est un peu comme étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie, sauf que le rouleau tourne à une vitesse allant jusqu'à 100 mètres par minute, et la force de pression, c'est des centaines de tonnes. À chaque passage, la feuille devient plus fine et plus longue. Si au début son épaisseur étant de presque 60 cm, après quelques passages d'achaux, elle est inférieure à 10 mm. Ce n'est pas encore de la feuille d'aluminium, mais ça ressemble déjà beaucoup à quelque chose de familier. De grandes feuilles brillantes, qui refroidissent et sont enroulées en bobines, pouvant atteindre 150 mètres de long. Et tu sais ce qui est génial? Le laminage à chaud, ce n'est pas juste une simple compression physique. Ce qui compte ici, c'est la structure du grain du métal, son élasticité, sa tension interne. C'est pourquoi le laminage est contrôlé par des ordinateurs spéciaux avec des capteurs de température et des mesureurs d'épaisseur laser. Si quelque chose ne va pas, la ligne s'arrête. Les bobines refroidies sont placées dans des rayonnages spéciaux, comme du champagne dans une cave. Là, elles se reposent un peu, évacuant le stress du laminage, pour ne pas craquer ensuite à mi-chemin du supermarché. Après le laminage à chaud, la bobine d'aluminium ressemble à une tôle de toit de supermarché. Rugueuse, même si elle brille. Mais tu ne peux pas encore appeler ça de la feuille d'aluminium. Il faut la magie de la précision. Et cette magie, c'est le laminage à froid qui la crée. Cette fois, on ne réchauffe pas le métal. Au contraire, la bande est passée dans des laminoirs de haute précision, à température ambiante, où elle est comprimée encore plus fort par les rouleaux. La chaleur n'est pas nécessaire, car après le chauffage et l'étirement précédent, l'aluminium est devenu suffisamment plastique pour se plier sous la force même sans réchauffement supplémentaire. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. L'épaisseur diminue jusqu'à 0,2 mm et parfois encore plus finement. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Imagine qu'une feuille aussi fine puisse être enroulée en une bobine longue de 20 km. Et tout ça à partir d'une seule ébauche. Le processus ressemble à un jeu délicat entre les rouleaux d'acier et le métal fragile. Mais la moindre erreur, et la feuille se déchire ou se froisse. C'est pourquoi le contrôle est presque de l'orfèvrerie ici. Ultrasons, lasers, scanners optiques. Tout travaille en synchronisation pour que la bande reste parfaitement droite, lisse, sans micro-fissures, ni bosses. Et un autre détail, le brillant miroir de la feuille d'aluminium. Ce n'est pas de la peinture ou du vernis. C'est le résultat du laminage par paire. Deux feuilles ensemble, les côtés brillants vers l'extérieur. Celles qui sont en contact avec les rouloirs deviennent mates et les extérieures brillantes. Ensuite, on les sépare simplement. D'ailleurs, c'est précisément dans ce processus que naissent la feuille d'aluminium ménagère, l'emballage pharmaceutique, la feuille pour les yaourts, le chocolat, le café, et aussi la feuille isolante pour l'espace et les voitures électriques. Tout ça, c'est le même matériau, juste traité et coupé différemment. Et dès que la feuille atteint l'épaisseur voulue, elle est trempée dans des fours pour éliminer les tensions internes et préparée pour l'étape finale,
la découpe et l'emballage. Chaque année, dans le monde, on extrait plus de 3 millions de tonnes de nickel, un métal sans lequel on ne pourrait même pas imaginer l'industrie moderne. Mais est-ce que tu savais que ce métal brillant commence son voyage dans les entrailles de la Terre? Dans d'énormes carrières, grandes comme des stades de foot, des excavatrices géantes avec des godets de 20 tonnes extraient le minerai qui deviendra la base de l'industrie du nickel. Et sous terre, dans des mines profondes, des foreuses spéciales creusent des tunnels par lesquels on remonte chaque jour des milliers de tonnes de matières premières. Ce n'est pas juste de l'extraction, c'est une véritable opération industrielle à grande échelle. Tu veux voir comment, à partir de cette matière brute, on crée du nickel pur et étincelant? Reste avec nous. Tu vas être bluffé par l'ampleur et les technologies de ce processus. Tout commence par l'extraction du minerai. Le nickel, on le trouve dans deux types principaux de minerais, les sulfures, qui sont les plus concentrés, et les latérites, moins riches en métal. L'extraction se fait soit en souterrain, soit à ciel ouvert dans des carrières, ça dépend de la profondeur à laquelle se trouve le minerai. Des dizaines d'excavatrices géantes, de tombereaux, ces énormes camions de carrière, et de foreuses travaillent dans la carrière, qui peut être aussi grande qu'un stade, voire un quartier entier. D'énormes excavatrices, avec des godets capables d'embarquer 20, voire 40 tonnes de roches d'un coup, mordent la terre en rythme, remontant des blocs de minerais géants à la surface. Les tombereaux, hauts comme des immeubles de 2 étages, font la navette sans arrêt entre la carrière et l'usine, transportant chacun 200 ou 300 tonnes de chargement. Tout ça dans un vacarme de moteurs, des nuages de poussière et l'éclat du métal sous le soleil. Sous terre, dans les mines, des foreuses creusent des tunnels et des convoyeurs spéciaux transportent le minerai jusqu'à la surface. Chaque jour, on extrait ici des milliers de tonnes de roches. Et ce flux continu de matières premières, c'est un peu comme une artère géante qui nourrit l'industrie moderne. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers l'usine, où l'attend la première étape, le concassage. D'abord, le minerai passe dans des concasseurs. Ce sont de grosses machines avec de puissants arbres rotatifs, ou des marteaux qui réduisent la roche en morceaux de la taille d'un poing, ou plus petits. Un bruit assourdissant et des vibrations remplissent l'endroit, et la poussière s'élève dans l'air comme un nuage. Ensuite, ces morceaux passent dans des broyeurs, de longs tambours cylindriques qui tournent lentement. À l'intérieur, il y a des boulets de pierre lourds, ou des barres d'acier qui, en tournant, broient le minerai encore plus finement, jusqu'à la taille de grains de sable ou même de poudre. Ce processus s'appelle le broyage fin. Tout le temps, à l'intérieur des tambours, il y a des frottements et des chocs continus qui désintègrent la roche dure en petites particules, libérant les précieux minéraux de nickel de la gangue stérile, la roche sans valeur. Cette poudre passe ensuite à travers un tamis, qui sépare les particules trop grosses et les renvoie dans le broyeur pour un broyage supplémentaire. C'est comme ça que les métallurgistes obtiennent un matériau homogène, prêt pour les étapes suivantes d'enrichissement. Quand 90% du minerai a été broyé à moins de 44 millièmes de millimètre, c'est minuscule. On le mélange avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans de grandes machines de flotation, des cuves ou des cellules qui peuvent se contenir de quelques centaines à des milliers de litres. On injecte de l'air dans cette pulpe, ce qui forme des millions de petites bulles. Ces bulles s'accrochent aux particules hydrophobes des minéraux, par exemple les sulfures de cuivre et de nickel, et les font remonter à la surface. Le processus de flottation dure entre 15 et 25 minutes à chaque étape.
et le nombre de cycles ainsi que le volume des produits en circulation sont optimisés pour récupérer un maximum de métaux. En général, la flotation comprend plusieurs stades. La flotation primaire, la flotation intercyclique et la flotation sélective pour séparer les concentrés de cuivre et de nickel. Après la flotation, on obtient un concentré, où la teneur en cuivre et en nickel a considérablement augmenté, jusqu'à 10 ou 20%, et même plus, alors que dans le minerai de départ, il n'y en avait que quelques pourcents. Les rejets de la flotation, eux, contiennent surtout de la roche stérile et une quantité minimale de métaux. Le volume des installations de flotation et le débit d'alimentation en pulpe peuvent atteindre des centaines de mètres cubes par heure. Grâce à la flotation, on récupère plus de 85% du cuivre et du nickel présents dans le minerai, ce qui en fait l'une des méthodes d'enrichissement les plus efficaces. D'énormes fours brûlent d'un feu rouge-orangé éclatant, comme si le cœur de l'usine métallurgique battait au rythme du métal en fusion. La température ici atteint l'incroyable chiffre de 1550 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave volcanique la plus brûlante. Dans ces fours, le concentré de nickel enrichi est grillé pour le débarrasser du soufre et d'autres impuretés indésirables. Le feu et la chaleur purifient le métal, en expulsant tout ce qui est superflu. Après le grillage vient le moment de la fusion. Le concentré est transféré dans des fours spéciaux où la température est maintenue si élevée que le métal se transforme littéralement en lave liquide. On y ajoute des fondants, comme de la silice, qui aident à séparer le laitier, une substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, tel un nuage, recouvre le métal en fusion, le protégeant de l'oxydation. Et en dessous, sous ce nuage, se forme l'amat, un mélange fondu de nickel, de fer, de cuivre et de soufre, qui brille d'une lumière rouge intense. Les mouvements du métal dans le four ressemblent à une lente danse de vagues de feu. La conversion, c'est l'une des étapes les plus importantes et les plus impressionnantes dans la production du nickel, où le métal fondu passe par une véritable tempête purificatrice. Une cuve métallique géante, le convertisseur, d'un volume de plusieurs dizaines de mètres cubes, est remplie de mat fondu, ce mélange de nickel, de fer, de cuivre, de soufre et d'autres impuretés. La température ici dépasse les 1500 degrés Celsius et le métal brûle littéralement d'une lumière rouge vif. Dans ce métal en fusion, on commence à souffler de l'oxygène ou de l'air sous haute pression par des tuyères spéciales. On peut imaginer ce processus comme une tempête dans une mer de métal en fusion. Sous l'effet de l'oxygène, des réactions chimiques se déclenchent. Le soufre s'oxyde et se transforme en dioxyde de soufre, un gaz qui est évacué du four, tandis que le fer s'oxyde et passe dans le laitier, cette substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, formé par le fer oxydé, le soufre et d'autres impuretés, s'accumule en haut et est retiré périodiquement, laissant en dessous un métal de plus en plus pur. Les langues de feu et les étincelles qui jaillissent du convertisseur pendant le soufflage créent un spectacle impressionnant qui rappelle une véritable éruption volcanique. Tout l'atelier est rempli de grondements et de vacarmes. Le processus de conversion dure de quelques minutes à une demi-heure, selon le volume et la composition du bain fondu. Il est crucial de contrôler précisément la durée et l'intensité du soufflage pour ne pas perdre le précieux nickel et obtenir un produit le plus pur possible. Une fois la conversion terminée, le métal contient environ 70% de nickel, ce qui signifie qu'il est presque prêt pour l'affinage ultérieur. L'affinage du nickel se fait le plus souvent par électrolyse.
Dans des cuves spéciales, contenant des sels de métal fondu, on place des anodes en nickel semi-purifiées et les cathodes sont des plaques de métal pur. Sous l'effet du courant électrique, le nickel de l'anode se dissout sous forme d'ion, puis se dépose sur la cathode sous forme d'un dépôt métallique pur. Ce processus se déroule à une température d'environ 70 degrés et avec des densités de courant élevées, ce qui assure un dépôt cathodique dense et homogène. La consommation d'énergie est d'environ 0,3 kWh par kilogramme de métal. Imagine une machine qui, d'un seul coup, comprime de l'acier comme si c'était du papier. Les presses hydrauliques, c'est pas juste de la mécanique, ce sont des monstres de puissance qui travaillent sous une pression de plusieurs milliers de tonnes. Un seul faux mouvement, et une pièce qui vaut une fortune finit à la ferraille. Comment on pilote ces géants? Comment un bloc de métal chauffé à blanc se transforme en une pièce pour un réacteur, un pont ou une turbine? Et pourquoi, ici, chaque millimètre compte? Aujourd'hui, tu vas voir une production où l'air lui-même vibre, et tu comprendras pourquoi le forgage du métal ressemble encore à un orage contrôlé. Regarde bien, ça va être puissant. Une presse hydraulique, c'est une machine surpuissante qui utilise la force d'un liquide, généralement de l'huile, sous très haute pression pour appliquer une force de compression énorme sur une pièce métallique brute qu'on appelle le lopin. Le principe, c'est la loi de Pascal. La pression créée dans le liquide se transmet partout pareil, dans toutes les directions, ce qui permet d'obtenir une force gigantesque, même avec un effort relativement faible sur le piston initial. Malin! Pour le forgeage, on utilise de gros lingots de métal, le plus souvent de l'acier, mais ça peut être d'autres métaux aussi. Ces lingots peuvent avoir différentes formes, carrés, ronds, polygonaux. Le lingot, chauffé jusqu'à luire d'un orange éclatant, sort du four. On dirait un morceau de soleil. Sa température dépasse les 1000 degrés. Il dégage une chaleur intense, comme si t'étais collé à un brasier. Un opérateur l'attrape délicatement avec une pince ou une sorte de louche spéciale. Et pendant un instant, une tension règne dans l'atelier. Tous les regards sont fixés sur ce noyau d'énergie. Et puis, un bruit sourd. La presse de forge hydraulique abat avec fracas son pied de plusieurs tonnes sur le lingot. À chaque coup, le métal incandescent change de forme. Il s'écrase, s'allonge, se courbe. La force de l'impact fait tout vibrer dans l'air, du sol jusqu'à ta cage thoracique. Des étincelles jaillissent de partout, de la vapeur monte et une bourrasque de poussière brûlante s'échappe dessous le pilon de forge. C'est pas juste de la production, ce sont les éléments, domptés par l'homme. Sur la presse, on installe des outils de spéciaux qui vont définir la forme de la future pièce. Ça peut être des tas-plats ou découpés, des plaques pour l'écrasement, ou des matrices spécifiques pour former des profils complexes. Le lopin chauffé est amené par un pont roulant ou un manipulateur et posé sur la table de travail de la presse. Le poids de ces lingots peut atteindre des dizaines, voire des centaines de tonnes. L'opérateur lance la presse. Sous la pression du liquide hydraulique, le piston avec son outil, le poinçon ou le tas, commence à descendre, compressant le lopin avec une force colossale sur les presses modernes. Ça peut être des centaines, voire des milliers de tonnes de pression. Le lopin est comprimé sur toute son épaisseur, ce qui modifie sa forme et sa structure interne. Ça permet d'obtenir un métal plus dense, plus homogène, sans vide ni fissure.
Pour que la pièce prenne la forme voulue, on la retourne plusieurs fois et on la compresse sous différents angles. On répète le processus en plusieurs étapes, en se rapprochant progressivement de la forme finale. À certaines étapes, la presse peut non seulement comprimer, mais aussi étirer le métal pour obtenir des pièces de différentes épaisseurs ou longueurs. Cette machine hydraulique géante n'agit pas au hasard. Son travail est piloté par des automatismes avec une précision au millimètre près. L'opérateur surveille attentivement tous les paramètres, la température du métal, la pression dans le système hydraulique, la position des outils, tout doit être parfait. Un coup de trop ou une pression trop forte et la pièce part au rebut, tandis que la machine risque d'être endommagée. Pour éviter ça, le système corrige chaque mouvement en temps réel. L'opérateur n'est pas juste un spectateur, c'est le chef d'orchestre de ce processus, qui fait confiance à l'automatisme, mais intervient quand c'est nécessaire. La presse hydraulique permet de contrôler très précisément la force de compression, la vitesse et la position de l'outil. Ça garantit une qualité uniforme sur toute la section de la pièce, même si elle est énorme. Contrairement au forgage au marteau, où l'impact peut créer une structure irrégulière, la presse comprime le métal doucement et uniformément. Ça forme une structure à grains fins, très solide dans toute la pièce. Les presses hydrauliques sont utilisées pour forger des lingots pesant d'une demi-tonne jusqu'à 170 tonnes. Et même plus, ce qui est impossible à faire avec des marteaux. Les technologies d'appel à la moderne permettent aussi de réduire le nombre de fois où il faut réchauffer la pièce, ce qui économise de l'énergie et augmente la productivité. Ces presses hydrauliques géantes servent à fabriquer quoi, au juste? Eh bien, des essieux pour les locomotives et les wagons, des arbres de turbines, des cuves de réacteurs nucléaires, des éléments de pont et de structures de bâtiments, des pièces pour l'énergie, la construction navale, l'aviation. Bref, du lourd. Pour qu'une presse hydraulique fonctionne bien, c'est important de vérifier régulièrement le niveau et la qualité de l'huile hydraulique, changer les filtres, contrôler les joints pour éviter les fuites et purger l'air du système pour prévenir les ratés. Dans l'immense atelier, les stations de moulage s'enchaînent. C'est une ligne automatisée où le métal prend déjà une préforme avant même d'être chauffé. Des mélanges de sable modernes sont combinés à des réactifs chimiques pour créer des moules ultra précis. En quelques secondes à peine, ils durcissent et sont prêts à recevoir le métal liquide. Chaque étape est sous contrôle. La pression, l'humidité du sable, même le micro-relief à l'intérieur du moule. Quand tout est prêt, le métal fondu est versé dans les moules et sa transformation commence, passant de lave incandescente à des pièces au contour net, avec des tolérances minimales. Ce sont ces pièces moulées qu'on utilisera ensuite dans les systèmes hydrauliques, les turbines, les machines, partout où il faut une précision et une résistance maximale. Dans la fabrication des tubes sans soudure, tout commence avec des billettes métalliques massives, chauffées à 1000 degrés. Elles luisent comme de la lave volcanique et passent aussitôt sous une presse, mais au lieu de les aplatir, la machine perce littéralement leur centre pour créer un trou. Ensuite, la billette est étirée tout en tournant sur elle-même. Comme ça, le métal s'allonge uniformément pour former un tube long et résistant, sans aucune soudure. Après ça, c'est le calibrage précis. On redresse le tube, on lui donne sa forme et son épaisseur de paroi idéale. Puis, traitement thermique, un refroidissement contrôlé ou un nouveau chauffage pour renforcer la structure du métal. Pour finir,
Les tubes sont coupés, marqués et, le plus important, contrôlés pour détecter les défauts. Des tests aux ultrasons et visuels garantissent qu'il n'y a pas la moindre micro-fissure à l'intérieur. Parce que ces tubes, ils vont travailler sous pression, dans les profondeurs de la Terre ou au cœur des systèmes hydrauliques, là où la fiabilité doit être absolue. Le processus de création des câbles et des ressorts en acier, c'est une symphonie de force et de précision. Tout part de fils d'acier fins, mais incroyablement résistants. On les étire, on les trempe, on les traite thermiquement, puis on les tord en spirale serrée pour en faire des câbles capables de supporter des charges colossales. Les ressorts, eux, sont formés par enroulement à chaud ou à froid, selon les conditions dans lesquelles ils devront travailler, que ce soit dans des ascenseurs ou sur des engins de chantier. Mais le plus important, ce n'est pas la forme, c'est l'endurance. Les câbles et ressorts finis subissent des tests de résistance impitoyables. On les étire, on les comprime, on les plie des centaines de fois d'affilée. Tout ça sous l'œil de capteurs qui enregistrent la moindre petite déviation. Chaque année aux États-Unis, on jette plus de 500 000 aspirateurs, tu te rends compte. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils devenaient ensuite? À l'intérieur de chacun, il y a des kilos de métal, des batteries toxiques, du plastique et des puces électroniques rares. Ces machines ne disparaissent pas comme ça. Elles se transforment en ferraille, qui va parcourir des milliers de kilomètres avant de reprendre vie ailleurs. Et attends, il y a même des pays qui n'ont aucune loi pour gérer tout ça. Dans cette vidéo, tu verras comment on extrait absolument tout d'un vieil aspirateur, du fréon jusqu'à l'aluminium précieux. Ça va bien plus loin qu'un simple recyclage. C'est une véritable bataille contre les déchets électroniques dans le monde entier. Une fois que l'aspirateur ne sert plus, les gens le déposent souvent dans des centres spécialisés pour déchets électroniques, ou alors ils le laissent aux collectes organisées par les municipalités. Tu vois, rien qu'aux États-Unis, on récupère environ 500 000 aspirateurs chaque année. Après la collecte, ils sont transportés vers des centres de recyclage, dans des camions spéciaux, conformes aux normes de sécurité pour le transport de déchets électroniques. Dans ces installations, on démonte complètement les aspirateurs, à la main ou grâce à des systèmes automatisés. Les compresseurs, les moteurs et les pièces métalliques du boîtier peuvent représenter près de 40% du poids total. Par exemple, pour un aspirateur qui pèse 6 kg et 800 g, les pièces en métal peuvent déjà approcher les 3 kg. Le carter extérieur, le capot et tous les autres éléments sont en plastique, ce qui constitue en général la moitié du poids. Pour le même appareil de presque 7 kg, ça fait dans les 3,5 kg. Les 10% restants, ce sont les cartes électroniques, les câbles, les boutons, les capteurs, etc. Comme ils contiennent des métaux lourds, plomb, cadmium, on doit les traiter séparément. Avant de tout démonter, on retire le fréon du système et on enlève aussi les batteries. Et oui, il arrive qu'il y ait des batteries au lithium ou au plomb, et c'est crucial de les gérer correctement. Des pompes à vide et des équipements spéciaux servent à extraire ces substances toxiques, ensuite envoyées dans des centres de traitement pour déchets dangereux. Une fois l'appareil ouvert, chaque type de composant est trié séparément. Les métaux récupérés après démontage sont débarrassés de la peinture, des résidus de plastique, de la graisse et d'autres impuretés, histoire de pouvoir les réutiliser. Première étape, le nettoyage mécanique.
On passe les pièces métalliques dans des broyeurs ou des concasseurs pour réduire le métal en fragments plus petits et virer les contaminants légers. Dans les grandes usines, on casse aussi les gros morceaux avec de puissantes presses hydrauliques ou on les découpe. Ensuite, tout ça part sur des cribles vibrants qui séparent la poussière, le plastique résiduel et les particules indésirables. Une fois nettoyé, le métal file vers des séparateurs magnétiques qui extraient les métaux ferreux comme l'acier et la fonte. Résultat, chaque matériau est bien isolé avant le traitement suivant. Après le nettoyage mécanique, il reste parfois des traces de peinture ou d'autres revêtements, comme du vernis ou des produits anti-rouille. Pour s'en débarrasser, on utilise le sablage et le nettoyage chimique. Concrètement, on projette d'abord un jet puissant de sable ou de grenaille métallique pour faire sauter le revêtement. Puis on plonge ces pièces dans des bains de solvant, acide ou alcalin, qui dissolvent la peinture et les autres couches restantes. Si la peinture ou le plastique sont vraiment collés, on les envoie dans des fours à très haute température, entre 430 et 540 degrés Celsius. Les résidus organiques brûlent alors, et on récupère le métal à nu. On emploie souvent ce traitement thermique pour l'aluminium et les alliages de cuivre. Une fois nettoyés, les éléments métalliques partent à la refonte dans des fours à arc électrique ou à induction, où ils passent à l'état liquide. Pendant ce processus, on élimine les scories et autres impuretés, et le métal devient fin prête pour une nouvelle utilisation. Les procédés à haute température peuvent traiter jusqu'à 10 tonnes de métal par heure dans les grosses installations industrielles. Avant d'être transportées, les pièces métalliques sont compactées et pressées pour réduire leur volume. Des presses hydrauliques les transforment en briques ou en cubes bien denses. Les petits fragments, eux, sont mis en conteneurs ou en sacs pour faciliter la manutention. La ferraille est ensuite chargée sur des camions, des wagons de train ou des navires, selon la distance jusqu'à l'acierie. Si c'est vraiment loin, on privilégie souvent le rail. Un seul wagon peut transporter 50 ou 100 tonnes de métal. Les camions de ferraille ont en général une benne ouverte, mais on recouvre le chargement avec un filet ou une bâche pour éviter qu'il se disperse. Du coup, une fois recyclé, le métal parcourt facilement plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres, avant de connaître une seconde vie sous forme de nouveaux appareils, de voitures ou de matériaux de construction. Quant au plastique des aspirateurs, on le broie en granulés qui serviront à fabriquer de nouveaux produits en plastique. Ça réduit notre dépendance aux ressources vierges. Les composants électroniques, eux, sont envoyés dans des centres spécialisés dans le traitement des déchets électroniques où l'on récupère des métaux rares et d'autres matières précieuses. Le démontage et le recyclage des aspirateurs aident à diminuer la quantité de déchets qui se retrouvent en décharge. On estime que recycler les déchets électroniques permet d'économiser jusqu'à 60% d'énergie par rapport à la production de métal neuf à partir de minerais. En plus, ça réduit l'impact des substances toxiques sur l'environnement. Les centres de traitement modernes emploient des systèmes de tri automatisés qui augmentent la précision et la vitesse du démontage. Par exemple, des robots équipés de scanners séparent les parties en plastique et en métal par reconnaissance optique, si bien que le temps de traitement d'un seul aspirateur descend à 20 ou 30 minutes.
Recycler une tonne d'acier peut faire économiser jusqu'à 1,5 tonne de dioxyde de carbone, soit l'équivalent des émissions d'une voiture pendant 6 mois. Hélas, aujourd'hui, on jette plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde chaque année, et à peine 20% est correctement recyclé. Pourtant, il existe des points de collecte pour les appareils électroniques dans la plupart des régions. Mais dans certains pays, il n'y a carrément aucune loi ni exigence pour traiter correctement l'électroménager. Beaucoup de gens ignorent qu'on ne peut pas juste balancer son vieux matos à la décharge. Et dans certains endroits, il existe des programmes de recyclage payants. Donc les gens préfèrent tout jeter n'importe comment. Pour les entreprises, c'est souvent moins cher d'acheter des matières premières neuves que de recycler. Du coup, on envoie énormément de déchets électroniques vers des pays d'Afrique ou d'Asie, où ils sont démontés dans des conditions épouvantables. C'est non seulement un problème écologique, tu vois, mais aussi un problème social, parce que des personnes manipulent ces substances toxiques sans aucune protection. Imagine un pneu capable de tenir 300 000 km. Oui, 300 000! C'est comme boucler 7 fois le tour de la Terre. La production d'un tel mastodonte pour poids lourd peut prendre jusqu'à 5 ans, et la température à l'intérieur de sa fabrication grimpe à 150 degrés Celsius. De quoi faire fondre du plomb. Mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Un savant mélange de caoutchouc naturel, d'acier et d'ingrédients secrets que Michelin protège jalousement, comme la recette du meilleur croissant. Comment crée-t-on ces merveilles d'ingénierie? Allez, on va creuser la question. Tout commence par l'équipe d'ingénieurs et de designers, qui déterminent les priorités des pneus de nouvelle génération. Économie de carburant, longévité accrue ou meilleure grippe? Parfois, c'est un combo de tout ça. Ensuite, ils conçoivent des modèles informatiques pour simuler le comportement du pneu dans toutes sortes de conditions. Imagine un simulateur de course, mais à la place du pilote, tu as des formules, des données et de l'intelligence artificielle. Mais rentrons plus dans le détail. Le développement d'un nouveau pneu poids lourd Michelin s'étale entre 2 et 5 ans. D'abord, on étudie le marché et les besoins. Une fois la modélisation informatique finalisée, on produit les premiers prototypes physiques qu'on teste en labo et sur route. À ce stade, on peut créer des dizaines de versions avant de trouver la combinaison parfaite de matériaux, de sculptures et de structures. Si le pneu réussit les essais, on lance la production de masse, ce qui prend encore entre 6 et 12 mois pour régler les lignes de fabrication et valider le contrôle qualité. Résultat, du premier concept à la mise sur le marché, il peut s'écouler près de 5 ans. Si tu crois qu'un pneu poids lourd, c'est juste un gros bout de caoutchouc, tiens-toi bien. Il contient du caoutchouc naturel et synthétique, du noir de carbone, de la silice, une armature en acier ou en fibre textile, plus toute une série d'additifs chimiques. Le tout est malaxé dans d'énormes mélangeurs industriels, sous un contrôle qualité draconien. Imagine des mixeurs géants de la taille d'un camion, qui grondent et font vibrer les murs en béton. À l'intérieur, le caoutchouc naturel et synthétique se mêle au noir de carbone, à la silice, à des additifs spéciaux et à un tas d'autres ingrédients top secrets que Michelin préserve jalousement, un peu comme la recette du meilleur croissant. Le caoutchouc, fondu, se répand sur les parois, façon lave volcanique, tandis que de puissantes pales en acier mélangent le tout jusqu'à obtenir une masse homogène. La température atteint 150 degrés Celsius et la pression est si forte qu'elle pourrait comprimer une voiture à la taille d'une valise. Après plusieurs étapes de mélange, la masse obtenue sort des machines, sous forme de plaques épaisses et brûlantes. On les refroidit vite fait, puis on les découpe en bandes.
C'est à partir de ces bandes qu'on façonnera les futurs pneus. Ça donne l'impression d'être au cœur d'un volcan industriel, où le chaos initial se mue en formule parfaite de robustesse. Ensuite, on fait passer ces bandes dans des moules spécifiques, où le pneu prend progressivement sa forme définitive, mais étape par étape. D'abord, la gomme est roulée à travers de gros cylindres d'acier, pour la transformer en longues bandes épaisses. Puis, on les découpe selon les dimensions voulues. Avant que ces pièces en caoutchouc ne passent sous presse, on les superpose sur un tambour spécial. On ajoute la carcasse, métallique ou en fibre synthétique, pour renforcer le pneu, les flancs, la couche interne d'étanchéité. Ce n'est pas encore le produit final, plutôt une ébauche toute molle, sans sculpture. Un peu comme un donut pas cuit. Ensuite, cette ébauche file dans une presse géante, où elle est cuite sous plusieurs dizaines de bars, et à environ 170 degrés Celsius. À l'intérieur du moule, un relief vient s'imprimer dans la gomme, donnant naissance à la sculpture du pneu. Ce processus peut durer de 15 minutes à 1 heure selon la taille. Une fois démoulé et refroidi, le pneu passe au contrôle qualité. Le poids d'un pneu poids lourd Michelin dépend de son type et de son usage, mais en moyenne, il varie entre 50 et 80 kg. Les pneus pour camions de longue distance, comme le Michelin X-Line Energy, pèsent plutôt autour de 60 ou 70 kg. Les modèles renforcés destinés aux chantiers ou aux tombereaux de carrière peuvent monter à 150 kg et plus. Et pour les énormes dumpers miniers, transportant des centaines de tonnes de roches, un pneu peut peser jusqu'à 4 tonnes. Bref, un pneu poids lourd n'est pas juste un rond de caoutchouc, mais un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, conçu pour marier solidité, endurance et efficacité énergétique. L'une des étapes les plus bluffantes, c'est le contrôle qualité. Michelin teste chaque série de pneus. Pour vérifier par exemple la résistance à l'usure, on installe les pneus sur des camions de test qui avalent des kilomètres sans s'arrêter, sur des circuits fermés, reproduisant toutes sortes de revêtements. Asphalte, pavé, gravier, nid de poule. Les véhicules enchaînent virages serrés et freinage d'urgence. Un bon test pour la déformation et la surchauffe. Il y a même des surcharges volontaires, pour voir si la carcasse fatigue sous un poids supplémentaire. Un seul de ces camions peut parcourir jusqu'à 100 000 km lors d'un essai. Et oui, certains pneus finissent détruits dans ces tests. Tout ça pour la sécurité des conducteurs. Si on n'a pas le temps d'attendre l'usure naturelle, on utilise des bancs d'essai spécialisés. Les pneus y roulent sur des cylindres qui imitent la route et on les fait courir des milliers de kilomètres sous charge. Certaines gammes de pneus Michelin, destinées au transport longue distance, comme la X-Line Energy, peuvent rouler jusqu'à 300 000 km avant le premier changement. C'est comme parcourir 7 fois l'équateur. Environ 80% des pneus usés peuvent être rechappés avec une nouvelle bande de roulement, prolongeant leur durée de vie de 100 ou 150 000 km. Le rechappage, ou la resculpture, se pratique dans des usines spécialisées ou des ateliers certifiés Michelin. Cette technique offre une seconde vie aux pneus, réduit les coûts pour les transporteurs et diminue l'impact sur l'environnement. Pour rechapper un pneu, on le démonte du camion, on l'examine à fond, puis on utilise échographie, radiographie et laser pour détecter d'éventuelles micro-fissures internes. Si la carcasse est en bon état, le pneu repart pour un tour. Des pneus Michelin bien choisis et correctement gonflés permettent de baisser la consommation de carburant de 3 à 5%.
Si un camion consomme 30 litres de diesel au 100 km, on peut économiser jusqu'à 4500 litres sur 300 000 km, rien qu'avec les pneus. Pour une flotte de 100 camions, cela peut représenter des économies de carburant se chiffrant en millions d'euros par an. Moins de carburant, c'est aussi moins d'émissions de CO2. Les grandes flottes peuvent ainsi réduire leur rejet de plusieurs milliers de tonnes chaque année, ce qui fait du bien à la planète et répond aux normes environnementales en vigueur. On le sait bien, les États-Unis dominent largement le marché du recyclage du papier, avec environ 60% de leur vieux papier transformés en nouveaux produits. Une usine de recyclage du papier, là-bas, c'est un concentré de haute technologie. On y suit un processus précis, étape par étape, pour donner une seconde vie à de simples emballages, journaux ou cartons. C'est bluffant. Alors regardons de plus près comment ça se passe, pas à pas. D'après l'Agence américaine de protection de l'environnement, on collecte chaque année aux États-Unis environ 65 millions de tonnes de déchets de papier. Cela inclut le papier, le carton, les journaux, les magazines et d'autres formes de produits papetiers. En général, la planification et l'organisation de cette collecte sont assurées par plusieurs organismes et institutions. Dans bon nombre de villes et de régions, des services spécialisés gèrent la récupération et le tri des déchets, y compris le papier à recycler. Souvent, cela fait partie d'une stratégie globale de gestion des ordures, avec des tournées régulières dans les quartiers résidentiels. À côté de ça, on trouve aussi des entreprises privées qui se consacrent à la collecte et au traitement de toutes sortes de déchets, dont le papier. Elles proposent leurs services aux entreprises, aux administrations, et peuvent même installer des conteneurs de tri dans l'espace public. On trouve également des stations de tri et des centres de dépôt spécialisés qui reçoivent des classes le papier avant de l'envoyer vers les usines de recyclage. Certains collaborent avec les autorités locales ou des sociétés privées pour mieux organiser la collecte. Dans de nombreuses communautés, des associations à but non lucratif et des groupes de bénévoles se mobilisent. Ils créent des programmes de sensibilisation et animent des campagnes écologiques pour encourager le recyclage du papier. Les grandes entreprises, en particulier dans la distribution ou la production d'emballages, mettent aussi en place leur propre programme de récupération du papier et d'autres matériaux. Elles gèrent et financent souvent tout le processus. Au final, toutes ces structures travaillent en la main dans la main pour assurer une gestion optimale de la collecte et de la valorisation du papier. Chaque jour, on récupère en moyenne près de 178 000 tonnes de vieux papier, ce qui équivaut, grosso modo, au poids de 33 600 camions. Dingue, non? Les services municipaux ou les entreprises de gestion des déchets organisent le ramassage dans les zones où le papier s'accumule, chez les particuliers, dans les bureaux ou dans les usines. Ça peut être un ramassage hebdomadaire ou des opérations de collecte plus ponctuelles. Parfois, des centres de dépôt font office d'étape intermédiaire. Les gens et les entreprises y apportent directement leur papier pour qu'il soit en un quoi trié, puis envoyé vers les usines. Ça se fait surtout dans les grandes sociétés, qui veulent maîtriser la qualité de leurs déchets sans dépendre d'un système de collecte standard. Une fois le papier usagé collecté, selon son type et sa quantité, on l'achemine vers des stations de tri spécialisées ou directement aux usines de recyclage.
On utilise de gros camions, voire le train, si les volumes sont particulièrement importants. Tenez par exemple, la société Nine Dragons, basée à Hong Kong, l'un des plus grands producteurs de carton au monde, a investi 500 millions de dollars pour agrandir plusieurs papeteries aux États-Unis. Et oui, ça circule aussi à l'international. Au début, tout le papier récupéré arrive dans une zone dédiée, où a lieu la première phase de tri. En général, on utilise des systèmes mécaniques pour faire le gros du travail. Dans un premier temps, de grands tamis retiennent les objets volumineux, comme le plastique ou le métal. La maille est pensée pour laisser passer le papier et le carton, et bloquer tout ce qui est trop gros. S'il y a des agrafes ou des petits morceaux métalliques, on les retire grâce à d'imposants aimants industriels. Souvent, ces aimants font la taille d'un petit placard, voire plus, et peuvent peser des centaines de kilos. Intégrés au convoyeur, ils génèrent un champ magnétique ultra puissant qui attire instantanément le métal en mouvement au milieu de la masse de papier. Ensuite, le papier passe sur un tapis roulant pour un tri plus précis, grâce à différentes technologies. Systèmes optiques dernier cri, courant d'air, convoyeurs à grande vitesse ou encore séparateurs électrostatiques. Les dispositifs de tri optique, en particulier, sont parmi les plus performants. Ils utilisent des capteurs et des caméras pour repérer chaque type de papier selon sa couleur ou sa texture. Un journal ne ressemble pas à un carton, par exemple, et ces nuances sont détectées automatiquement. Le flux de papier est alors orienté d'un convoyeur à l'autre, parfois sous des jets d'air qui écartent les matériaux plus légers, comme les journaux, des plus lourds, comme le carton. Les séparateurs électrostatiques, eux, exploitent des champs électriques pour distinguer divers types de papier et de carton selon leurs propriétés électrostatiques. On élimine ensuite ce qui n'est pas recyclable à ce stade. Dans certaines usines, surtout les plus grandes, on a encore besoin d'une équipe de tri manuel pour compléter le travail des machines, car même les meilleurs systèmes ne repèrent pas tout. Il faut aussi enlever les résidus de nourriture, qui peuvent rester sur les emballages ou les cartons. Pour ça, on recourt parfois à un lavage ou un nettoyage mécanique. Une fois que le papier est bien réparti par catégorie, on passe au broyage et au compactage. Comme il existe différents types et structures de papier, il faut tout réduire à un matériau homogène avant la suite du processus. Des machines spécifiques découpent carton, journaux et autres papiers, puis la matière est comprimée en ballots ou en bobines, afin de faciliter le stockage et le transport. Enfin, on purifie soigneusement le papier pour éliminer tout résidu susceptible de gêner la production suivante. Grâce à ces procédés de pointe, les usines américaines de recyclage atteignent un niveau de propreté et d'efficacité impressionnant. Résultat, on peut réintroduire le papier dans le circuit et fabriquer de nouveaux produits, avec un minimum de pertes. Plutôt malin, non? Imaginez une usine, grande comme 42 terrains de foot. Des robots y travaillent au millimètre près, et des bus y sont équipés de plus de 1000 capteurs, analysant 100 gigaoctets de données routières chaque jour. Ici, les itinéraires se mettent à jour toutes les 10 secondes, et la peinture ne se contente pas d'être appliquée. Elle fusionne littéralement avec le métal. C'est bien plus qu'une simple chaîne de production. C'est une véritable révolution technologique. Vous vous demandez comment on y fabrique le transport du futur? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous allez être bluffés.
Cette usine, qui s'étend sur plus de 300 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'environ 42 terrains de foot, est dotée de plafonds si hauts qu'ils peuvent accueillir d'immenses lignes de production et des bras robotisés colossaux. Pour aller d'un bout à l'autre, les employés se déplacent en chariots électriques, car le trajet à pied serait interminable. C'est un véritable concentré d'innovation et d'efforts humains. Les robots gèrent les tâches répétitives au millimètre près, tandis que les humains prennent les décisions clés qui nécessitent intuition et expérience. Ici, on ne fait pas qu'assembler, on fabrique aussi la plupart des pièces essentielles. Les éléments principaux des bus, comme le châssis, la carrosserie, les panneaux ou encore certaines parties des systèmes électriques, sont produits sur place. Pour les pièces plus complexes, telles que l'électronique ou les mécanismes spécialisés, l'usine fait appel à des fournisseurs. Mais au final, tout est assemblé et intégré directement sur site. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. D'abord, le châssis du bus passe par une phase de mise en squelette. De puissants robots soudentent la structure, avec une précision telle que l'erreur est quasiment impossible. Ensuite, on attaque la peinture. Ici, l'usine privilégie des matériaux écologiques, qui protègent le métal de la corrosion et garantissent une durabilité hors pair. La peinture n'est pas simplement appliquée, elle fusionne littéralement avec la surface grâce à un procédé spécial de polymérisation. Dans de vastes ateliers automatisés, les bus avancent lentement dans des cabines dédiées. Les techniciens, équipés de protection et assistés par des bras robotisés, pulvérisent la peinture, qui non seulement couvre la carrosserie, mais s'y associe pour former un film parfaitement lisse et ultra résistant. Le plus intéressant commence après la peinture. Les bus passent dans des chambres spécialisées, où la température et l'humidité sont contrôlées au degré près. C'est là que la peinture cuit via la polymérisation. Une réaction chimique qui rend le revêtement non seulement esthétique, mais aussi incroyablement robuste. Visuellement, on dirait que chaque bus reçoit son costume, qui l'enveloppe et le protège durablement. Et ensuite, l'intérieur. Sièges, plancher, panneaux de contrôle. Tout est installé à la main. C'est là que le toucher humain joue un rôle crucial. Rien que pour poser l'ensemble des éléments intérieurs, il faut entre 8 et 12 heures par bus, selon les spécificités. On procède ensuite au montage progressif de l'habitacle. Chaque siège est fixé manuellement, car la moindre erreur pourrait affecter le confort et la sécurité des passagers. Puis viennent les panneaux de contrôle, le câblage électrique et tous les réglages des systèmes embarqués. C'est une étape cruciale, non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique. Après tout, l'intérieur doit être aussi fonctionnel qu'agréable à l'œil, pour que les passagers se sentent à la fois en sécurité et à l'aise. Les bus urbains Toyota ne se contentent pas de transporter des passagers. Ils interagissent avec l'infrastructure routière en analysant le trafic en temps réel. Résultat, des itinéraires optimisés et moins d'embouteillages. Et que diriez-vous d'un système qui ajuste automatiquement la température à bord en fonction du nombre de passagers? Eh bien, c'est déjà en place ici. Ainsi, ces bus sont équipés de technologies et de capteurs de pointe, capables de comprendre la situation sur la route et d'interagir avec l'environnement. Chaque véhicule compte plus de 1000 capteurs, surveillant tout, de la vitesse à l'état de la chaussée, en passant par la météo. Et chacun peut collecter plus de 100 gigaoctets de données par jour afin de planifier son trajet au mieux. Toutes les 10 secondes,
Ces bus collectent des informations sur la circulation et ajustent leur itinéraire en fonction de la situation. Accidents, bouchons, changement d'horaire. Le système traite et réagit à ces données en 1 milliseconde, ce qui permet de corriger la trajectoire avant même que le problème ne survienne. Ainsi, non seulement le transport de passagers est plus efficace, mais la consommation de carburant et les émissions sont réduites grâce à l'optimisation en temps réel. On a presque l'impression d'avoir affaire à des coéquipiers intelligents, capables de s'adapter en permanence. L'usine étonne aussi par sa culture de la collaboration entre l'humain et la machine. Les robots s'occupent des tâches pénibles ou dangereuses, tandis que les équipes humaines se concentrent sur les réglages fins et le contrôle qualité. Les machines nous rendent plus performants, mais c'est toujours nous qui décidons, confie un ingénieur expérimenté. Toyota investit des milliards non seulement dans la technologie, mais aussi dans le développement durable. L'usine fonctionne grâce à des énergies renouvelables et s'attache à réduire ses déchets au maximum. Les résidus de peinture sont recyclés et l'eau est traitée puis réutilisée. La peinture qui n'adhère pas à la surface des bus est collectée par des systèmes de filtration et des séparateurs centrifuges. Ensuite, on sépare la peinture en particules solides et en composants liquides. Les résidus solides sont compactés en blocs et réutilisés pour la fabrication de revêtements routiers ou de matériaux industriels. Les parties liquides sont purifiées et peuvent être réemployées lors de l'application de la peinture. À chaque étape de peinture, une quantité importante d'eau est utilisée pour nettoyer les surfaces et maintenir l'équipement en bon état. L'usine emploie alors un système de traitement en plusieurs étapes. Une filtration mécanique retire d'abord les grosses particules de peinture et la saleté. Un traitement chimique neutralise ensuite les composants toxiques. Une étape biologique, avec des bactéries spécialisées, décompose les résidus restants. Enfin, une filtration membranaire parachève le tout, obtenant une eau propre qui retourne dans le cycle de production, pour laver les bus et garder les cabines de peinture impeccables. Grâce à ce processus, l'usine diminue sa consommation d'eau de près de 70% par rapport à un procédé classique. Ce dispositif ne sert pas seulement à baisser les coûts, il rend la production bien plus respectueuse de l'environnement. Et vous savez quoi? C'est l'une de ces avancées qui prouve que même les géants de l'industrie peuvent penser à la planète. Des usines de cette envergure dessinent le futur de la mobilité que nous utilisons tous les jours. Moins de bouchons, un air plus pur, des trajets plus confortables. Tout commence ici, au cœur de la chaîne de production. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus futuriste glisser sans effort dans votre ville, rappelez-vous. Son voyage a commencé ici, dans l'immense usine Toyota, où des hommes et des femmes bâtissent déjà le transport de demain.